Bonjour à tous et bienvenue, je suis très content de vous retrouver et je vous souhaite à tous une excellente année 2023, que tout se passe au mieux pour vous, que vos souhaits se réalisent et cette année encore vous pourrez compter sur moi. Le Pit Stop entame sa 4e saison, plein de choses sont prévues, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je le fais pas souvent, mais likez, abonnez-vous en début de vidéo, c'est le meilleur moyen de me souhaiter une bonne année et on espère que ce sera une grande année. Vous le savez, la Formule 1 revient fin février avec les essais hivernaux à Bahreïn du 23 au 25 février. Ça nous laisse 2 bons mois pour préparer le terrain et on commence avec les 8 choses que je vais observer le plus cette saison. C'est personnel, je vous encourage à donner les choses que vous allez regarder dans les commentaires. Numéro 8, quel avenir pour Théo Pourchaire? Après avoir impressionné en Formule 3 en 2020 et très bien réussi sa première saison de F2 en 2021, il a terminé vice-champion derrière Drugovich l'an dernier. Un résultat bon, très bon, mais en dessous de l'objectif fixé et il a perdu des points dans l'impression laissée. Pour moi, il est toujours l'un des 3 meilleurs jeunes aux portes de la Formule 1, mais force est de constater qu'on est le 4 janvier et qu'on ne sait toujours pas officiellement ce qu'il fera l'an prochain. Ça en dit long. Les rumeurs parlent d'une nouvelle saison de Formule 2 et en vrai ce n'est pas une mauvaise chose, c'est peut-être même la meilleure. Il n'a encore que 19 ans et s'il est champion pour sa 3e saison, ce ne sera pas du tout trop tard. Oui, mais une chose importante a changé pour Théo Pourchaire, Fred Vasseur n'est plus chez Alfa Romeo. C'était son mentor, son référent au sein de la Sauber Academy, celui qui croyait le plus en lui, qui le chouchoutait et avec qui il construisait des plans sur l'avenir. C'est clairement une perte qui peut fragiliser sa candidature, d'autant que Sauber devient doucement Audi et on sait que les révolutions de palais ne sont généralement pas bénéfiques à ceux qui étaient déjà là avant. Théo est donc dans un timing un petit peu bizarre et on rajoute Guan Yu Zhou qui est toujours là et bien là et ça m'amène à penser que 2023 est sûrement déjà sa dernière chance, sa dernière saison pour tenter de rentrer en Formule 1 et on a l'impression qu'il n'a pas toutes les cartes entre les mains. Où sera Théo dans un an? Je veux bien vos avis en commentaire. J'espère qu'il pourra faire une grande saison sur la piste et que les événements tourneront en sa faveur. Bonne chance à lui. Numéro 7, les évolutions du calendrier. Vous le savez, 2023 verra un record avec 24 courses au programme. La limite officielle est de 25 et j'ai envie de voir si on va l'atteindre prochainement, voire même la dépasser car on sait que l'ambition des dirigeants, elle se situe plutôt vers 30 courses à la saison. C'est largement beaucoup trop. Déjà 24, c'est beaucoup trop, donc on va voir. Alors pour être exact, on n'a pour l'instant que 23 courses, avec l'annulation du Grand Prix de Chine, donc la première curiosité, c'est de savoir qui sera le remplaçant. Portimao et Istanbul semblent être au duel. On aura aussi l'arrivée de Las Vegas, un circuit atypique pour le moins, et ce week-end qui promet d'être absolument mémorable, pas uniquement pour des bonnes raisons, ça risque un petit peu d'être le symbole des décisions prises par la F1 ces dernières saisons. Sinon, on a d'autres circuits qui sont en fin de contrat, comme Monza, va-t-il être renouvelé? Et mine de rien, faut faire de la place. Si on veut faire entrer des nouveaux, comme Calami par exemple, qui devrait arriver, ce qui est une nouvelle géniale, mais du coup certains doivent partir. Personnellement, je pense à Imola, qui je trouve n'est plus adapté, ça n'a plus trop de sens maintenant que ce n'est plus qu'un remplacement, le circuit ne correspond pas aux voitures modernes, le spectacle produit est maigre hors temps de pluie, mais on connaît les intérêts personnels de Domenicali dans l'affaire, et donc on en vient à se dire qu'après la France et après l'Allemagne, c'est sûrement à la Belgique de perdre son Grand Prix national 2023, et peut-être le dernier Grand Prix à Spa, avant un long moment en tout cas. Personnellement, j'ai tendance à penser que oui, ce sera le cas. Numéro 6, qui remplacera Tsunoda? Alors, je vous l'accorde, c'est terriblement pessimiste pour le japonais, et c'est d'ailleurs un petit peu un défi que je lui lance, vas-y, sauve ta place, parce qu'à l'heure actuelle, concrètement, pour moi, il a 3 chances sur 4 d'être dehors l'an prochain. Il peut encore se sauver, mais cette 3e saison s'annonce décisive. Il va devoir convaincre face à la valeur étalon de Vries, seule une domination et une belle promesse d'avenir feront rester. On verra, mais j'avoue que j'y crois pas trop à une 4e saison. Et du coup, son remplaçant, ce qui est intéressant, c'est qu'il se trouve en Formule 2 à l'heure actuelle. Et ce sera soit Denis Auger, Ayumu Iwasa ou Isaac Hadjar. J'exclus Daruvala et Crawford, je pense que ça ne le fera pas. Mais du coup, on en vient à cette question. Est-ce que dans un an, Isaac Hadjar peut être en Formule 1? Ça paraît complètement dingue, complètement fou. Mais vu le pédigré du garçon, au final, je suis même pas sûr que je serais surpris.
Enfin bref, on s'avance un peu trop, mais vous avez compris que ce baquet AlphaTauri 2024, il y a beaucoup d'enjeux, et personnellement, c'est une des choses que je vais le plus regarder. Yuki est sous une énorme pression, et les petits jeunes ont un sacré pactole à aller chercher. Numéro 5, Alonso chez Aston Martin. Bah oui, évidemment, c'est une des curiosités de 2023. Le père Fernand a encore fait un choix de carrière osé. Il se lance peut-être dans son dernier défi long terme, et ce, dans une écurie qui a certes beaucoup d'ambition, beaucoup d'argent, mais qui n'a pas encore vraiment fait ses preuves en Formule 1. Évidemment, c'est très excitant. On a tellement hâte de le voir dans ce contexte, dans une voiture verte, entourée par les Stroll, père et fils, avec à la fois tout son talent, qui promet d'être vraiment révolutionnaire pour la structure de Silverstone, c'est énorme, mais aussi avec son envie parfois débordante et excessive. Faudra de la patience et peut-être recommencer comme il l'était au début chez Alpine. Combien de temps cela tiendra-t-il? Où l'écurie ira-t-elle? En 2023, on sait qu'elle ne jouera pas les titres, mais elle a fini fort en 2022, d'où la première question, est-ce qu'ils vont se battre avec Alpine? Est-ce qu'Alonso va affronter son ancienne équipe en piste? Est-ce qu'ils peuvent finir 4e, 5e? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'ils vont montrer des premiers signes qui peuvent nous faire dire que dans 3 à 5 ans, ils ont une chance d'être devant? Bref, la mission, ce n'est plus El Plan, c'est la mission, démarrera en 2023, et forcément, ça m'intrigue énormément. Numéro 4, ça chauffe, le vrai début du duel chez Mercedes. Russell a réussi à battre Hamilton en 2022 et absolument aucun crédit ne doit lui être enlevé, on en a déjà longuement parlé dans les bilans. Sa saison est splendide, on peut la considérer meilleure qu'Hamilton sur certains points, aucun souci, clairement faut rien lui enlever. Mais si en 2023, la voiture joue les victoires et les titres, ça va être autre chose. Déjà, il faudra être aussi bon qu'en 2022. Et ensuite, s'ils sont à la lutte à chaque Grand Prix, s'il faut prendre des décisions difficiles, si George veut sa part du gâteau et si sa proximité en piste avec Lewis offre autant de solutions qu'elle ne peut poser de problèmes sur le muret des stands, alors la saison aura une toute autre dimension dans sa globalité. Hamilton-Russell, ça a le potentiel pour être le meilleur duo de la grille, certains considèrent, dont moi d'ailleurs, que c'est le meilleur actuellement, mais ça peut aussi être très dur à gérer parce qu'il y a un côté passation de pouvoir et maître-élève qui peut poser des problèmes, on le sait, et personnellement c'est peut-être l'ingrédient qui, je trouve, peut le plus faire basculer la saison dans la folie. Maintenant que George est adapté et a déjà gagné, la bataille promet d'être vraiment très belle. On rentre sur le podium, numéro 3, c'est la saison de tous les dangers pour McLaren. Franchement, j'ai envie de l'aborder longuement dans une vidéo cet hiver, mais entre le départ surprise d'Andreas Seidl, la saison décevante en 2022, la voiture qu'ils ont un mal fou à comprendre et à développer, le nouveau retard sur la mise à jour de leurs infrastructures, leur situation financière qui ne permet pas encore de faire des folies, et un duo inédit qui peut vite aussi apporter des tensions, oui, il y a des raisons d'appréhender 2023 du côté des papayes. Franchement, c'était l'équipe la plus séduisante du plateau il y a quelques saisons, mais là, ils sont en pleine stagnation et il n'y a pas le choix, faut remonter vers l'avant en 2023, sinon ça se complique. Norris commence à avoir des raisons légitimes d'être frustré, et au milieu de tout ça, on a les débuts tant attendus en Formule 1 d'un des meilleurs cracks des 10 dernières années, de celui qui a provoqué un bazar monstrueux lors du dernier mercato, du gars qu'on n'entend jamais, mais qui a déjà un pédigré assez riche, Oscar Piastri. Donc clairement, j'ai hâte de les observer tout entiers, ça peut être aussi génial et prometteur que dramatique et bouillant. Numéro 2, la suite de la Révolution 2022. Après le fait de mieux se suivre en piste, la grande promesse de la Révolution 2022, c'était de resserrer le plateau, de chambouler la hiérarchie et de faire qu'à terme, tout le monde puisse plus ou moins gagner. Bon, on a vu dans la vidéo bilan de la semaine dernière qu'on n'était pas encore tout à fait au point sur ces questions-là. Du coup, l'un des principaux enjeux de 2023 pour moi, c'est de voir comment se développent ces nouvelles machines. Si des choses changent, si les moyens rattrapent les gros, si les petits s'accrochent au lieu de décrocher, si les performances finissent par converger, si le budget cap et les temps différenciés en soufflerie ont un impact. Bref, si on voit une différence par rapport à avant avec tout ce grand chambardement des règles. Le postulat de base des changements de 2022 est pour l'instant respecté, c'est bien, voire très bien, mais on entre à présent dans le temps long et c'est là qu'on va voir si on peut parler d'évolution, de changement ou alors ce qu'on espère de révolution pour la Formule 1. Et enfin, numéro 1, ce que j'attends le plus cette saison, c'est de voir comment l'histoire va être impactée.
Quoi qu'il arrive, mesdames, messieurs, 2023 sera une saison historique car je ne vois que 3 scénarios possibles, soit un 3e titre pour Max, soit un 8e titre tout court pour Hamilton, soit un premier pour quelqu'un d'autre, et là, à ce petit jeu-là, je ne vois que Leclerc ou Russell. Max peut devenir le 11e triple champion de l'histoire et seulement le 5e à en prendre au moins 3 d'affilée. Il deviendrait l'égal de Stewart, Lauda, Brabham, Piquet et Senna. Seuls Vettel, Prost, Fangio, Schumacher et Hamilton auraient plus de titres que lui. En termes de victoire, ça le placerait sûrement autour des 50, devant Senna, déjà dans le top 5. Bref, je ne vais pas en rajouter, on a déjà beaucoup parlé de la greatness de Max Verstappen. Elle pourrait atteindre encore des niveaux records en 2023. Si c'est Hamilton qui est champion, eh bien c'est tout simplement le 8e, celui pour dépasser Schumacher, écrire définitivement l'histoire. C'est aussi celui de la revanche sur 2021. Ça voudrait aussi dire que les 103 pôles et les 103 victoires, qui sont déjà des records inatteignables, seront encore repoussés, peut-être vers les 110, les 115, vers les 120. Bref, si c'est une saison Hamilton est champion, le livre d'histoire de la Formule 1 aura besoin d'un agrandissement, il faudra rajouter des pages et de sacrées pages. Et si c'est pas un de ces deux-là, bah déjà ça veut dire qu'on a une plutôt grosse surprise et donc une saison de fou. Et du coup je ne vois, je l'ai dit, que Russell, qui aurait donc son premier titre, en battant Hamilton à la même voiture, alors qu'Hamilton veut le 8e, ce serait une transition absolument incroyable, ce serait fou, il aurait pris le pouvoir, je vous laisse imaginer la dinguerie, ou alors on aurait Charles Leclerc qui réaliserait la prophétie, qui gagnerait avec Ferrari pour la première fois depuis 15 ans, qui surpasserait enfin tous les obstacles, qui deviendrait directement une légende rouge, qui réaliserait ce que seuls Scheckter, Schumacher et Raikkonen ont fait depuis 40 ou 50 ans, ça voudrait dire aussi que Vasseur gagne d'entrée. Bref, vous l'avez compris, peu importe le champion de 2023, on va en prendre plein les yeux cette saison. C'est vraiment une saison que j'ai trop hâte de vivre avec vous, et encore on pourrait citer d'autres choses, des mentions honorables. Les sprints, va y en avoir 6 cette année. Pour moi, 6 c'est déjà pas mal, voire un petit peu trop. Est-ce qu'on continuera d'augmenter les saisons prochaines, ou est-ce qu'on s'arrêtera à 6, ou est-ce qu'on les enlèvera? Ça se joue beaucoup cette année. On peut citer aussi le Mercato évidemment, mais ça je vous prépare une vidéo complète sur le sujet, pas de souci. On a aussi les Bleus, Alpine, Ocon, Gasly avec de grandes ambitions. Ce sera peut-être le plus grand intérêt de la saison pour nous les Français, en tout cas moi ce sera clairement dans mon top, et j'en parlerai plus en longueur. On aura l'adaptation de Sargent, le rookie, que va-t-il donner? Piastri on l'a dit, la 2e année de Guan Yu Zhou, que va faire Victor Martins en Formule 2, Haas avec le plafond budgétaire, Alpha qui devient Sauber, Stroll qui peut-être va se bouger ou alors être menacé. Vous l'avez compris, autant de questions et de choses à regarder, mais je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez mon top 8, j'attends désormais vos choses à regarder en commentaire pour 2023. Allez, sur ce je vous laisse, n'oubliez pas le like et l'abonnement comme j'ai dit en début de vidéo, on se retrouve très vite pour des prochaines, tout le mois de janvier, tout le mois de février avant la reprise, et on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle que les rumeurs des mois d'hiver correspondent très rarement à la réalité des premiers Grands Prix. Donc attention à cette période où toutes les spéculations vont bon train. À très vite.